L'objectif, en fait, ça va être principalement de démystifier tous ces sujets-là, parce que moi, ce que je constate là, dans ma pratique, c'est que il y a beaucoup de confusion, en fait, là, quant aux directives de fin de vie, l'aide médicale à mourir, testament biologique. Euh, donc, le but aujourd'hui, là, c'est vraiment de démystifier tous ces concepts-là. Euh, donc, vous allez pouvoir connaître là, les particularités des directives de soins de fin de vie, puis aussi les circonstances finalement qui sont afférentes à ces soins-là, puis dans quel contexte on peut les demander ou dans quel contexte ça va être appliqué finalement. Donc, d'abord, on m'avait déjà un petit peu présenté, donc je suis notaire. Effectivement, mon bureau était à Mirabel. J'ai été assermentée en 2017, donc ça fait déjà 7 ans. Moi, j'ai choisi le notariat parce que je voulais accompagner, vulgariser aussi là, les concepts juridiques qui sont pas toujours évidents à comprendre, on ne se le cachera pas. Je donne aussi beaucoup de conférences, donc ça fait déjà plusieurs là, que je donne avec la QDR. Donc, j'en donne aussi pour d'autres organismes et tout. Puis, ma clientèle est constituée principalement d'aînés, des familles, des parents aussi à besoin d'enfants particuliers. Alors, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet parce qu'on a beaucoup de choses à voir ensemble là, ce matin. D'abord, notre sujet, il est régi par une loi qui s'appelle la loi concernant les soins de fin de vie. Donc, les soins de fin de vie, ce que ça comprend finalement. Donc, le but de la loi, c'est d'assurer aux personnes en fin de vie des soins là, qui sont respectueux de leur dignité et de leur autonomie. Puis on vient préciser tous les droits des personnes, donc de même que l'encadrement, l'organisation des soins de fin de vie. Donc la loi, ce qu'elle prévoit, c'est entre autres l'aide médicale à mourir, ça prévoit les directives médicales anticipées, les soins de fin de vie. Donc le but, c'est que la personne, que toute personne en fait, puisse avoir des soins de qualité adaptés à ses besoins pour prévenir et apaiser ses souffrances. Euh, donc, on prévoit aussi dans selon certaines modalités, des droits pour des personnes là, qui sont pas en fin de vie, mais pour qu'elles reçoivent des soins de fin de vie lorsque leur état le requiert. Puis, on reconnaît aussi la primauté des volontés relativement aux soins exprimés, là, clairement et librement par une personne. Donc, on parle aussi là, des directives médicales anticipées qu'on va voir ensemble. Donc, finalement, cette loi-là, elle va venir prévoir tous les soins de fin de vie là, qui peuvent être administrés à une personne. Puis, pour les fins de la conférence, quand je vais référer à la loi, ben, c'est la loi concernant les soins de fin de vie là, auxquels je ferai référence et tous les soulignés, les mises en gras proviennent de moi pour faciliter là, le repérage dans la loi. Euh, Maintenant, on a quand même plusieurs termes juridiques que j'aimerais aborder avec vous avant d'entamer là, le vif de la présentation parce que c'est des termes qui vont revenir au courant de ma présentation. Donc, je veux juste m'assurer que vous les comprenez bien. Donc, l'article 3 de la loi parle de soins de fin de vie. Quand on parle de soins de fin de vie, on parle des soins palliatifs qui sont offerts aux personnes en fin de vie. Et on parle aussi de l'aide médicale à mourir. Donc, soins de fin de vie, c'est les soins palliatifs et l'aide médicale à mourir. Donc, ça, c'est les définitions qui sont prévues là, dans la loi. Donc, on a aussi l'aide médicale à mourir, qui se trouve à être un soin qui consiste en l'administration de médicaments ou de substances par un professionnel compétent à une personne à la demande de celle-ci dans le but de soulager ses souffrances en entraînant son décès. Donc, c'est pas des soins palliatifs, l'aide médicale à mourir, c'est une demande qu'on fait. Puis ensuite, il y a des médicaments ou des substances qui sont administrées par un professionnel, donc généralement là, par un médecin, évidemment. Ensuite, l'article 25.1 de la loi. Donc, l'obtention de l'aide médicale à mourir nécessite au préalable qu'une demande soit formulée.
Donc, encore une fois, il faut faire la différence avec les soins palliatifs, par exemple. Donc, si pour avoir l'aide médicale à mourir, il faut faire une demande. Et puis, j'attire votre attention aussi concernant les deux types de demandes qu'on va voir plus en détail ensemble. Donc, la loi prévoit une demande qu'on appelle contemporaine, puis la demande anticipée d'aide médicale à mourir. La demande contemporaine, c'est quand elle est formulée par la personne en vue là, de l'administration de cette aide de façon contemporaine, donc dans le présent, en fait, si on peut le résumer ainsi. Puis la demande anticipée d'aide médicale à mourir, c'est quand elle est formulée en prévision de l'inaptitude de la personne. Donc, si jamais la personne est plus capable de consentir aux soins, ben, elle peut faire, à ce moment-là, la demande anticipée va permettre d'avoir une administration ultérieure, donc dans le futur. Donc, la demande contemporaine, c'est plus dans le présent. Puis la demande anticipée, c'est pour avoir l'aide médicale à mourir, mais dans un futur. Ensuite, dernier terme juridique, donc toute personne majeure et apte à consentir aux soins peut, au moyen de directives médicales anticipées, indiquer si elle consent ou non aux soins médicaux qui pourraient être requis par son état de santé si jamais elle est inapte à donner son consentement. Donc, on a aussi le concept de directive médicale anticipée qu'on va pouvoir voir ensemble, mais il faut retenir ici que c'est pas une demande d'aide médicale à mourir. Donc, directive médicale anticipée, c'est une chose, puis l'aide médicale à mourir, c'en est une autre. On va voir la différence là plus tard. Et dernière chose qu'il faut comprendre d'abord, c'est que une personne, finalement, donc même si elle est inapte, donc sous un régime de protection, que son mandat a été homologué, elle va peut-être pouvoir quand même être apte à consentir ou à refuser des soins. Donc, à la base, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous êtes vous-même capable de dire oui ou non à un soin, évidemment que c'est vous qui allez donner le OK ou le refus au médecin. Donc, tant aussi longtemps que vous êtes capable de dire oui ou non au médecin pour des soins, évidemment que c'est votre consentement qui va avoir une priorité. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est plus au niveau de l'aspect si jamais vous n'êtes plus capable de dire oui ou non vous-même là, à des soins. Puis qu'est-ce qu'on peut faire justement pour prévoir puis s'assurer que ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas là, soit respecté. Parce qu'en fait, une personne est apte à donner un consentement à ses soins si, puis ça, c'est les critères de la Cour d'appel là, du Québec, là, donc c'est 5 critères qui viennent indiquer est-ce que la personne elle comprend la nature de la maladie pour laquelle un traitement lui est proposé. Donc, admettons qu'une personne est atteinte d'un cancer, est-ce qu'elle comprend que le traitement de chimiothérapie qui lui est proposé, ben, c'est pour peut-être guérir ou pour euh, augmenter la qualité de vie ou peu importe là, les avantages ou les inconvénients. Donc, est-ce que la personne elle comprend la nature puis le but du traitement? Est-ce qu'elle comprend sa maladie? Est-ce qu'elle comprend les risques puis les avantages là, du traitement qui y est proposé? Puis, est-ce qu'elle comprend aussi les risques de ne pas subir le traitement? Donc, est-ce qu'elle comprend que si jamais elle n'a pas ce traitement-là, ben, qu'est-ce qui peut survenir là, dans le futur? Puis, est-ce que la personne elle a une capacité de comprendre là, que, ben, en fait, est-ce que la maladie affecte la capacité de compréhension de la personne? Donc ça, c'est les critères là, qui ont été établis par la Cour d'appel pour déterminer est-ce qu'une personne est apte ou inapte à consentir. Donc c'est pour ça qu'on dit que même une personne, par exemple, qui est déjà sous tutelle ou qui a déjà un mandat de protection homologué, qui n'est pas capable, par exemple, de gérer son budget, ses finances, ben peut-être que cette personne-là, elle a encore la capacité de dire oui ou non à un soin, parce que la gestion des finances puis la gestion de sa personne, c'est deux choses différentes. Donc, dans certains cas, si on juge que la personne remplit tous ces critères-là, ben, elle pourrait être quand même capable de dire oui ou non au médecin finalement.
Donc ça, c'est le principe de base qu'il faut retenir. Donc, il n'y a jamais personne qui va consentir ou refuser à votre place si vous êtes capable de le faire vous-même. OK? Euh, Maintenant, donc, le premier sujet que je veux aborder, ce sont les directives médicales anticipées. Ça, c'est en vigueur depuis le 10 décembre 2015, donc ça fait quand même 9 ans, en fait, là, donc c'est en vigueur. Moi, ce que je constate beaucoup dans ma pratique, c'est que les gens, généralement, ne savent pas ce que c'est. J'ai l'impression que ça n'a pas été tellement publicisé, on n'en a pas parlé tant que ça, peut-être. Parce que je vous dirais là, que 95% de mes clients que je rencontre, par exemple, pour rédiger un testament, un mandat de protection, ne connaissent pas l'existence du formulaire de directive médicale anticipée. Donc, vous, en participant à cette conférence aujourd'hui, ben, vous allez connaître l'existence de ce document-là, puis vous allez peut-être pouvoir partager l'information. Euh, donc, le but de ce formulaire-là, c'est de permettre de choisir le niveau de soins en cas d'inaptitude. Euh, on peut peut-être le comparer un petit peu au formulaire là, que le médecin peut-être va vous remettre là, avant une grosse opération qui a des risques. Puis là, ça va dire, bon, ben, si jamais le cœur arrête sur la table d'opération, est-ce qu'on réanime ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, ça peut un peu s'apparenter à ça, mais vous allez voir que c'est très précis là, au niveau des soins. Puis ici, ce qui est important de comprendre, mais ça vise le cas où vous êtes inapte. Donc, si jamais vous êtes dans une situation d'inaptitude, c'est quoi le niveau de soins que vous voudriez avoir? Donc, parce que si vous êtes inapte, bien, fort probablement que vous serez pas capable de donner le consentement ou le refus vous-même. Euh, les directives médicales anticipées, ça peut être fait sous forme notariée ou on peut les signer devant témoin. Donc, parfois, j'ai des clients qui vont vouloir le faire directement avec moi, en même temps que leur testament, leur mandat. Donc, on peut les notarier. Nous, on s'occupe de le recevoir sous la forme notariée. On s'assure que c'est enregistré. Ça permet aussi de ne pas perdre le document. Sinon, on peut le signer devant témoin. Donc, c'est la RAMQ qui s'occupe de la gestion de ces formulaires-là. Donc, généralement, les gens peuvent commander là, le formulaire par eux-mêmes, soit en appelant ou je pense que ça se fait aussi par ClickSecure sur le site Internet. Euh, donc, il y a deux façons de les faire. Puis l'important, c'est si jamais vous les signez par vous-même, donc devant témoin, mais c'est de vous assurer de les enregistrer au registre des directives médicales anticipées. Donc, de suivre la démarche là, pour les enregistrer dans dans le registre parce que ces directives-là, leur gros avantage, c'est qu'ils ont préséance sur tout autre document qui traite des soins de fin de vie, en fait, au niveau des directives là, qui sont prévues par les directives médicales anticipées, puis on va voir ce que ça comprend. Puis ça a un caractère contraignant. Donc ça, c'est hyper important parce que ce que ça veut dire, c'est que si vous remplissez ce document-là, que vous le faites enregistrer, dans le registre, ben, les médecins professionnels de la santé qui vont consulter ce registre-là, si vous êtes dans une des situations qui sont prévues par les directives, ils vont devoir respecter votre volonté. Donc, c'est ça qu'on veut dire par caractère contraignant. Ça veut dire qu'ils ont l'obligation de respecter ce qui était prévu dans vos directives médicales, même si votre famille n'est pas d'accord. Parce que le but de ça, ben, c'est de votre aptitude, donc du moment où vous avez toutes vos facultés, ben, ça permet de prendre la décision éclairée, à savoir quel type de soins vous voudriez si jamais vous êtes plus capable de le dire vous-même au médecin. Donc, pour qu'il y ait ce caractère contraignant-là, ben, il faut bien remplir les directives, il faut s'assurer qu'elles sont enregistrées. Donc, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui vont préférer qu'elles soient notariées, comme ça, de cette façon-là, ça les rassure, mais ça, comme je mentionnais, si vous le faites par vous-même, assurez-vous de le faire correctement.
Euh, Puis elles doivent être consultées par les professionnels de la santé. Je vous cacherai pas qu'en 2015, quand c'est sorti, ça a pris quelques années quand même avant que les professionnels de la santé consultent réellement le registre. C'est encore méconnu. J'ai l'impression qu'il manquait peut-être un petit peu de formation d'encadrement, mais maintenant, c'est bien intégré. Donc, ils connaissent l'existence de ce registre-là, puis ils ont l'obligation aussi de le consulter et de respecter ce qui est prévu. Euh, Puis, selon les petites recherches que j'ai faites hier, là, c'est aussi indiqué dans votre dossier médical donc qui est accessible. Là. Donc, à ce moment-là, ce serait là, à deux endroits. Évidemment, moi, je travaille pas dans un hôpital, je suis pas médecin, mais ce serait aussi là, dans le dossier médical. Sinon, si vous voulez être sûr, vous pouvez demander aussi à ce que ce soit mis à votre dossier là, directement. Donc, peut-être donner une copie du formulaire au médecin. Euh, Ce que ça vise maintenant, donc le formulaire va venir prévoir trois situations. Donc, vous pouvez choisir le type de soins. Donc, les soins, on va les voir dans l'autre page. Mais d'abord, c'est trois situations visées. Donc, si vous êtes en situation de fin de vie, si vous êtes atteint d'une maladie sévère et irréversible qui affecte vos fonctions cognitives, qui résulterait là, en un état comateux ou végétatif. Donc, exemple que vous êtes atteint d'une maladie, puis ça résulte d'un coma, là, finalement. Donc, ça va résulter en un coma ou d'un état végétatif. Si vous êtes atteint d'une maladie sévère et irréversible qui affecte vos fonctions cognitives, qui résulte en une démence de type Alzheimer ou autre type de démence à un stade avancé. Donc, ça, c'est les trois situations. Pour ces trois situations-là, vous pouvez choisir si vous donnez votre consentement à ce qu'on vous réanime. Donc, je consens ou je refuse à la réanimation cardio-respiratoire. Soin B, vous donnez votre consentement ou votre refus à la ventilation assistée, donc par un support, un respirateur ou par tout autre support technique. On consent ou on refuse à recevoir un traitement de dialyse, consentement ou refus à l'alimentation forcée ou artificielle et consentement ou refus à l'hydratation forcée ou artificielle. Donc, ce sont les seules trois situations, puis les seuls cinq soins qu'on peut planifier à l'avance dans les directives médicales anticipées. Donc, ça clôt le sujet pour les directives. Vous comprendrez que c'est très médical, mais ce que je voulais vraiment que vous sachiez, c'est que ça existe. Puis c'est un formulaire que vous faites compléter, vous le faites enregistrer, puis au moins, ben, vos volontés vont être respectées si vous êtes dans les trois situations. Donc, si vous êtes en fin de vie, puis vous êtes plus capable de donner vous-même votre consentement ou votre refus à ces soins-là au médecin, ben au moins, ça va déjà être prévu à l'avance. Donc, ça permet là, de faire respecter vos volontés. Donc, maintenant, deuxième aspect, le mandat de protection, testament biologique, testament de fin de vie, tout ça, finalement. Donc, c'est souvent mélangeant. Testament biologique, testament de fin de vie, c'est la même chose. C'est juste deux appellations différentes. Mandat de protection, je l'ai rajouté parce on va souvent trouver un testament biologique ou un testament de fin de vie ou des directives quant aux soins dans le mandat de protection. Donc, c'est pour ça que je l'ai rajouté. Mais le mandat de protection, l'objectif de ça, c'est de nommer la personne de son choix pour s'occuper de vous. Si jamais là, vous êtes plus en mesure de le faire vous-même parce que vous êtes inapte. Donc, souvent dans le mandat, ben, on va rajouter maintenant le testament biologique ou le testament de fin de vie. Donc, c'est pour ça que je venais de l'ajouter parce que souvent, ce sont les mêmes mentions qui vont se retrouver. Avant, on le faisait souvent à part différentes pratiques. Maintenant, souvent, c'est intégré directement. Donc, des directives quand au niveau de soins en cas d'inaptitude se retrouve souvent dans le mandat de protection, dans le testament de fin de vie, testament biologique. En fait, ce que vous devez comprendre avec ces documents-là, c'est que ce sont des volontés exprimées
pour guider votre mandataire ou votre famille quant au niveau de soins souhaités, si jamais vous êtes plus en mesure de l'exprimer vous-même parce que vous êtes inapte, par exemple. Euh, des avantages de ça, c'est qu'il n'y a pas vraiment de caractère contraignant. C'est plus une suggestion, un souhait exprimé. Donc, ils sont pas liés, sauf d'un point de vue moral, peut-être, là. Donc, c'est sûr que s'ils font la lecture de ce testament biologique-là ou de vos besoins, en fait, vos volontés dans votre mandat de protection, ben, au niveau moral, ce serait d'aller à l'encontre, là, de vos volontés, mais sinon, ils sont pas liés en tant que tels. Tandis qu'on se rappelle que dans les directives médicales anticipées, la question ne se pose pas parce que ça a un caractère contraignant. Donc, en fait, même si la famille dit non, ben, puisque c'est exprimé dans vos directives médicales anticipées, on ne peut pas aller à l'encontre. Tandis qu'ici, avec le testament biologique, testament de fin de vie, la famille pourrait aller à l'encontre, puis il n'y aurait pas de conséquences à proprement parler, là. Euh, donc, ce qu'on va retrouver souvent dans les mandats ou dans les testaments biologiques, donc ce que nous on met, par exemple, là, je vous ai reproduit la clause pour que vous puissiez faire la différence avec les directives médicales anticipées. Donc, par exemple, dans nos mandats, nous, ce qu'on va venir indiquer, c'est que sous réserve des volontés que vous avez exprimées dans les directives médicales anticipées, donc si vous avez exprimé des directives médicales anticipées, c'est simplement que cette portion-là ici, elle devient un peu complémentaire. Ça invalide pas. C'est seulement que ça devient complémentaire parce que les directives médicales anticipées, eux, ils ont un caractère contraignant. On est obligé de les respecter. Pour le reste, ben, ce qu'on demande finalement donc au mandataire, donc la personne qui s'occupe de vous, si jamais vous êtes inapte, puis c'est cette personne-là qui prendrait toutes les décisions là, quant aux soins exigés par votre état de santé. Bon, on lui demande généralement. Puis ça, évidemment, là, c'est malléable là, selon les demandes du client. Mais généralement, on va indiquer l'opposition à tout acharnement diagnostique, donc des tests, des examens là, qui seraient superflus compte tenu de votre état. Souvent, les clients vont demander aussi l'opposition à l'acharnement thérapeutique. Donc, exemple, des traitements ou des moyens qui seraient disproportionnés compte tenu de votre état de santé et qui multiplieraient, prolongeraient inutilement les souffrances. Donc, on parle par exemple réanimation chimio, maintien en vie par un respirateur s'il n'y a pas de possibilité là, que ça aille mieux dans le futur. On va aussi prévoir le souhait de mourir dignement. Donc, on veut pas, par exemple, de soins ou d'appareils pour être maintenu en vie. Donc, on demande des soins palliatifs, médicaments de confort, l'opposition à subir une opération ou un traitement qui aurait pour effet de laisser des séquelles graves ou laisser dans un état végétatif, puis l'opposition à l'utilisation de substances chimiques, contention et isolement. Euh, En tant que tel, puis on vient toujours préciser aussi là, que si le mandat est pas homologué, ben on veut que ce soit quand même interprété comme étant là, votre volonté là, au sens de l'article 12 du Code civil. Euh, donc ça, c'est ce qu'on retrouve souvent dans les mandats, comme je mentionnais. Puis comme vous avez pu le constater, c'est vraiment pas la même chose que ce qui est prévu dans les directives médicales anticipées. C'est plus au niveau de la prise de décision par le mandataire. Bon, on lui demande de tenir compte finalement de ces éléments-là. Puis ce que je suggère aussi à mes clients quand on fait un mandat de protection, ben c'est sûr qu'une bonne discussion avec les membres de la famille ou votre entourage ou vos proches au sujet là, des soins que vous voulez ou que vous voulez pas, ben c'est sûr que ça peut aider finalement là, si vous êtes à l'aise évidemment de le faire. Donc, c'est bien beau de le mettre par écrit parfois, mais c'est sûr que si vous avez eu la discussion avec vos enfants, vos proches, ben pour eux, la décision, le moment venu, va peut-être être beaucoup plus facile aussi à prendre. Euh, donc, comme je mentionnais, là, ce qui est contraignant, c'est vraiment les directives médicales anticipées. Testament biologique, ce qu'on retrouve dans le mandat, c'est plus une suggestion, une manifestation de vos volontés, mais au moins, ça permet quand même de clarifier ce que vous voulez, ce que vous voulez pas.
Puis si en plus vous avez eu la discussion avec vos proches, ben la décision, comme je disais, elle est plus facile à prendre pour eux. Il y a moins de sentiment de culpabilité parce qu'on comprendra que c'est une décision qui est souvent très délicate de, par exemple, débrancher quelqu'un, de prendre cette décision-là. Euh, donc voilà pour ça. Maintenant, donc pour le niveau de soins, comme je mentionnais, mais c'est vraiment les directives médicales anticipées, le testament biologique. C'est ce qui existe actuellement là, au niveau légal. Maintenant, pour l'aide médicale à mourir, puis c'est la plus grosse portion de ma conférence parce que, comme on l'a vu tantôt, il y a la demande contemporaine, puis il y a la demande anticipée. C'est vraiment ces deux aspects-là que je veux démystifier parce que la demande anticipée, euh, ils en ont parlé beaucoup dans les médias. Donc, vous avez peut-être vu passer ça à l'effet qu'il y avait eu un élargissement de la loi, etc. Donc, moi, c'est ça que je veux venir clarifier parce que dans mes bureaux, ce que je constate, c'est euh, il y a beaucoup d'incompréhension par rapport à l'élargissement de la loi puis aux deux demandes. Donc, on va commencer par la plus simple, qui est la demande contemporaine d'aide médicale à mourir, qui existe depuis déjà plusieurs années. Donc, la demande contemporaine, c'est quelqu'un, par exemple, qui est hospitalisé, qui est encore apte à consentir aux soins, qui entre dans les critères qu'on va voir ensemble et qui fait la demande, exemple, à son médecin. Il lui dit, ben, moi, je souffre, je suis tannée, ma maladie, elle est dégénérative, je veux l'aide médicale à mourir. Puis là, le processus va s'enclencher avec la demande qu'on va voir ensemble, les médecins, etc. Donc, la demande contemporaine, c'est pour l'avoir dans un délai, ben, en fait, dans le présent. Donc, les conditions prévues à l'article 26 de la loi, ben, c'est premièrement de formuler la demande, d'être couvert par la loi sur l'assurance maladie, donc d'avoir une carte soleil finalement, être majeur et être apte à consentir aux soins. Donc, ça, c'est super important. Une personne qui fait une demande contemporaine d'aide médicale à mourir, il faut qu'elle soit apte quand elle fait la demande. Donc, il faut qu'elle comprenne la situation, il faut qu'elle comprenne les renseignements transmis par les professionnels et les professionnels de la santé et en mesure de comprendre, de prendre des décisions, sauf exception là, prévue par la loi. Mais dans le fond, la demande contemporaine, c'est une personne qui a encore toute sa tête, qui a toutes ses facultés euh, et qui fait la demande là, elle-même et qui en comprend les tenants et aboutissants. Faut être dans l'une des situations suivantes pour être éligible à l'aide médicale à mourir au terme de la demande contemporaine, c'est-à-dire la personne est atteinte d'une maladie grave et incurable, puis avoir une situation médicale qui se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités. Déficience physique grave qui entraîne des incapacités significatives et persistantes, avoir des souffrances physiques ou psychiques persistantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu'elle juge tolérables. Donc, exemple, une personne qui a un cancer, j'ai pas d'exemple de cancer en tant que tel à donner, mais quelqu'un qui souffre, qui a des grosses douleurs, que c'est insupportable, ou quelqu'un qui est atteint d'une maladie, là, comme on mentionnait, grave et incurable, qui a un déclin là, finalement, puis ça va pas revenir. Donc, il n'y a pas de possibilité de traitement et que cette personne-là, là, finalement, elle a des souffrances. Mais si on entre dans un des trois critères, là, finalement, donc dans une des trois situations, là, on peut faire la demande d'aide médicale à mourir. Mais encore une fois, faut avoir toutes ces facultés. Donc, ses capacités à être apte à donner le consentement. Puis il y a tout un processus là, finalement qui est fait avec les médecins. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà peut-être eu à vivre ça ou accompagné quelqu'un qui avait fait la demande d'aide médicale à mourir, mais c'est approuvé deux fois par les médecins. Il y a tout un processus pour s'assurer que la personne elle comprend bien
la demande là, qu'elle effectue, qu'elle comprend bien les conséquences que ça va avoir, etc. Euh, donc ça, c'est pour l'aide médicale à mourir, la demande contemporaine. Donc c'est la demande qu'on connaît depuis là, plusieurs années. Maintenant, euh, la demande anticipée d'aide médicale à mourir, ça c'est le projet de loi qui a été adopté le 7 juin 2023. Puis les dispositions sont entrées en vigueur le 30 octobre 2024. Donc, vous comprendrez là, que c'est vraiment très, très, très récent qu'on peut faire des demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Moi, j'ai suivi la formation pour les demandes anticipées d'aide médicale à mourir la semaine dernière, là. Donc, tout est très, très nouveau. Euh, j'en ai pas fait encore de demande anticipée d'aide médicale à mourir sous la forme notariée. Mais je suis quand même en mesure là, de vous donner là, toute l'information puis de venir démystifier peut-être là, les conditions pour y avoir accès. Donc, je commencerai peut-être par la mention qu'il n'est pas possible de formuler une demande anticipée d'aide médicale à mourir dans un mandat de protection ou un testament. La demande, elle est toujours effectuée dans un acte distinct. Donc, ça, c'est une question que je reçois très, très, très souvent là, dans mes bureaux. Donc, est-ce qu'on peut intégrer ça? Est-ce que ça fait partie du testament ou du mandat? La réponse, comme vous venez de le voir, là, c'est non. C'est toujours un acte distinct parce que euh, c'est complètement différent du mandat, c'est complètement différent du testament. Puis le contexte aussi est très particulier pour demander là, de façon anticipée l'aide médicale à mourir. Donc, les conditions pour formuler la demande maintenant. Donc, c'est l'article 29.1 de la loi. Donc, pour formuler la demande, il faut être une personne majeure et apte à consentir aux soins. Donc, ça veut dire que pour faire la demande anticipée d'aide médicale à mourir, faut être apte. Donc, le consentement substitué n'est pas possible. Ça veut dire on peut pas, ça peut pas être votre mandataire qui le demande pour vous parce que vous êtes déjà inapte, par exemple. Donc, euh, donc je me permets de donner un exemple. Quelqu'un qui est déjà, par exemple, hébergé en CHSLD, son mandat est homologué, à l'heure actuelle, la demande anticipée d'aide médicale à mourir n'est pas possible. Parce que le consentement substitué n'est pas possible. Ça veut dire que son mandataire ne peut pas le demander pour lui. Faut avoir une carte d'assurance maladie. Et critère très, très, très important, puis c'est là que ça mélange beaucoup de personnes. Pour faire une demande anticipée d'être médicale à mourir, il faut, critère 3, être atteint d'une maladie grave et incurable qui va mener à l'inaptitude au consentement aux soins. Donc, exemple, quelqu'un qui, en date d'aujourd'hui, est atteint de la maladie d'Alzheimer, qui a un diagnostic, mais qui est encore capable de consentir aux soins, donc qui est en début de maladie, par exemple, mais ça va mener à l'inaptitude à consentir aux soins. Donc, on sait que l'Alzheimer, c'est dégénératif, donc éventuellement, la personne ne pourra plus consentir aux soins. Donc, pour faire la demande, il faut avoir un diagnostic au moment où on fait la demande. OK? Puis c'est là que ça mélange beaucoup de personnes parce que ce qu'on entendait beaucoup dans les médias, c'est que maintenant, on peut faire une demande anticipée d'aide médicale à mourir. C'est ce que les gens retenaient beaucoup. Mais ça ne veut pas dire que, par exemple, on peut faire une demande anticipée. Donc, moi, par exemple, je pourrais faire une demande anticipée d'aide médicale à mourir. Je ne peux pas aller voir le notaire et dire, ben moi, si à un moment donné, j'ai l'Alzheimer, je veux qu'on me donne l'aide à mourir parce que j'ai pas de diagnostic à l'heure actuelle. Euh, donc, je peux pas le prévoir d'avance. On n'est pas, je sais que c'est le souhait de beaucoup de gens de pouvoir éventuellement faire peut-être une demande anticipée, même si on n'a pas de diagnostic. Donc, comme je mentionnais, là, quelqu'un qui vient me voir puis qui me dit, ben si un jour, moi, j'ai l'Alzheimer, j'ai vu mes parents vivre ça, je veux pas vivre la même chose. Moi, si j'ai l'Alzheimer un jour,
je veux qu'on me donne l'aide médicale à mourir. Je comprends que c'est le souhait de beaucoup de personnes, mais pour le moment, la loi, on n'est pas rendu là. Peut-être un jour, mais pour le moment, c'est pas possible. Donc, quand on fait une demande anticipée, il faut vraiment être déjà atteint d'une maladie grave et incurable qui va mener à l'inaptitude. Donc, ce qu'on avait entendu, j'avais lu un article aussi, là, une dame qui avait eu un diagnostic d'Alzheimer précoce. Donc, elle était quand même jeune, je me souviens pas de son âge. Mais elle attendait là, juste ça que la loi là, entre en vigueur parce que elle savait qu'elle allait devenir inapte, puis elle ne voulait pas finalement se retrouver, par exemple, en CHSLD ou puis elle avait déjà son diagnostic, mais c'est juste que, étant donné que c'est une maladie dégénérative, c'est sûr que si la loi est entrée en vigueur, exemple, dans 2 ans, peut-être que pour elle, ça aurait été trop tard. Donc, je ne sais pas si elle a réussi là, finalement à faire la demande anticipée. Mais c'est un peu ça que ça permet. Donc, quelqu'un qui a un diagnostic, par exemple, la maladie d'Alzheimer, ben, en début de diagnostic, début de maladie, puis même que ça peut durer plusieurs années, la personne est capable de donner un consentement. Donc, ça permet au moins là, de prévoir que le jour que la personne là, pourra plus, exemple, reconnaître ses proches, va devoir être hébergée, etc., mais on va pouvoir obtenir l'aide médicale à ce moment-là. Maintenant, le contenu de la demande. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que la demande peut se faire de deux façons. Donc, ça peut être fait via le formulaire gouvernemental qui est signé devant témoin, ou ça peut être fait sous forme notariée. Donc, en fait, les notaires, on a un rôle à jouer dans ces demandes-là. Donc, l'acte peut être fait sous forme notariée avec l'accompagnement d'un notaire ou directement là, avec le formulaire là, qui va être rendu disponible bientôt, là, je présume. Donc, je pense que c'est fait plus avec les médecins à ce moment-là, si vous le faites là, devant témoin. Ce qu'on va prévoir au niveau du formulaire, ben, c'est qu'on va identifier la personne qui fait la demande, c'est quoi son diagnostic. Et ce qui est bien important, description par la personne qui formule la demande des manifestations cliniques qui sont liées à sa maladie qui devront être considérées une fois qu'elle va être devenue inapte. Donc, quand la maladie là, va être rendue à un point où la personne elle est inapte à donner un consentement aux soins, donc elle est plus capable de comprendre les soins qui lui seront proposés, puis que le professionnel compétent, donc exemple médecin, constate qu'elle présente ces manifestations-là, ben à ce moment-là, quand on est rendu à cette étape-là, puis que le médecin constate on est réellement rendu à cette étape, ben à ce moment-là, on comprend que c'est comme si elle donnait son consentement à ce que l'aide médicale lui soit administrée. Puis on va aussi venir décrire d'un point de vue médical les manifestations cliniques qui sont décrites par la personne. Donc, exemple, la personne pourrait indiquer, ben moi, le jour où, comme je disais, je suis hébergée, que je suis plus capable de reconnaître mes proches, que j'ai plus de mémoire à court terme. Donc, c'est toutes ces descriptions-là qui vont devoir être indiquées. Donc, quand on va être rendu à cette étape-là, puis que le médecin le constate lui aussi, ben à ce moment-là, on pourra là, administrer l'aide médicale à mourir. Donc, il y a aussi une section qui va être à compléter par le professionnel compétent, donc le médecin ou l'infirmière praticienne spécialisée. Donc, les infirmières praticiennes spécialisées ont le pouvoir aussi de venir agir là, dans ces demandes-là. Puis, il y a un aspect quand même intéressant que j'ai pu apprendre dans ma formation, c'est qu'il y a la possibilité de nommer un tiers de confiance. Le tiers de confiance, ça peut être une personne de votre entourage qui va je peux me permettre de lever le flag là, quand ça va être rendu le moment de le donner. Donc, en fait, c'est un peu ça le rôle du tiers de confiance, c'est qu'il va pouvoir justement aviser les médecins ou le personnel soignant, finalement, quand on va être rendu là, aux manifestations cliniques que vous avez nommées dans votre demande anticipée, bien, au moins le tiers de confiance va pouvoir aviser ces personnes-là, leur dire, ben là, je pense qu'on est rendu là. Puis ce serait le temps là, d'administrer l'aide médicale à mourir. Donc, je pense que ça peut
C'est un plus, c'est pas obligé, c'est optionnel d'avoir un tiers de confiance. Mais je trouve que c'est un bel ajout là, dans la loi, en fait. Donc, je trouve que c'est rassurant aussi peut-être d'avoir quelqu'un qui va pouvoir parler en votre nom, donc de dire que d'aviser le personnel là, du moment, le moment venu finalement. Puis on a finalement là, les signatures qui sont prévues là, dans la demande, là, évidemment. Euh, donc, on doit aussi inscrire l'acte au registre. Donc, l'acte ou le formulaire va être inscrit au registre des demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Donc, un peu comme les directives médicales anticipées, il y a un registre qui est mis en place. Donc, ici, là, c'est pour les directives, les demandes anticipées d'aide médicale à mourir, là, que le registre a été établi. Donc, ça va être enregistré. Donc, également, là, c'est un plus, ça va pouvoir être consulté par le personnel soignant également. Maintenant, les conditions qui doivent être remplies au moment de l'administration de l'aide médicale à mourir. Donc, au moment où on est rendu là, finalement à l'étape d'obtenir l'aide médicale à mourir, ben, il faut être inapte à consentir en raison de la maladie. Donc, la personne ne doit plus être en mesure de donner son consentement. Donc, par exemple, lorsque le stade de la maladie d'Alzheimer est avancé au point où, par exemple, le médecin explique le traitement ou explique un soin qui pourrait être administré puis que la personne ne remplit pas là, les critères de consentement aux soins qu'on a vus établis là, par la Cour d'appel en début de présentation. Aussi, ben, il faut que les trois conditions pour effectuer la demande anticipée aient été respectées, donc quand on a rempli le formulaire. Il faut aussi présenter de manière récurrente les manifestations cliniques liées à sa maladie et identifier dans la demande. Puis, on constate aussi que la situation médicale de la personne, ben, il y a un déclin avancé et irréversible de ses capacités. Donc, on sait que il n'y a pas de possibilité raisonnable là, que la maladie, euh, ben, en fait, que la personne là, puisse retrouver là, ses capacités puis redevenir fonctionnelle. Donc, il y a un déclin. Puis la situation médicale permet aussi à un professionnel compétent de croire que la personne éprouve des souffrances physiques ou psychiques persistantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions jugées tolérables. Puis il va aussi avoir un deuxième médecin ou infirmière praticienne spécialisée qui va devoir confirmer que le moment est venu. Donc en fait, on va considérer là, tous ces aspects-là avant d'administrer l'aide médicale à mourir à la personne. Euh, donc, on va vraiment regarder aussi, comme je mentionnais, les manifestations cliniques. Ben, c'est la portion qu'on a remplie là, dans le formulaire là, qui indique ben, à quel moment vous voulez qu'on vous administre l'aide médicale à mourir. Donc, le médecin va constater ça. Va aussi devoir constater là, le point 5. Donc, on présume que la personne éprouve des souffrances qui ne peuvent être apaisées. Puis, deuxième médecin qui va venir confirmer. Donc, ici, on a les petits tableaux qui ont été créés par la Chambre des notaires du Québec. Comme je mentionnais à Robert et Sylvie en début de présentation, j'ai fait la demande à la Chambre des notaires à savoir si je peux vous les partager. Parce qu'en ce moment, ces tableaux-là, puis il y en a quelques-uns, là, il y a juste les notaires qui ont accès. Donc, c'est sûr que si j'ai leur autorisation, je vais les envoyer à Madame Poisson pour qu'elle puisse ensuite là, vous les remettre parce que je trouve qu'ils sont super bien faits. C'est un beau résumé de ce qu'on vient de voir ensemble. Puis au niveau des les dames, c'est les demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Donc, on a un peu la différence entre la demande devant deux témoins, donc celle que je vous mentionnais là, avec le formulaire prescrit là, par la loi, puis la demande par acte notarié. Donc, c'est quoi les avantages, les inconvénients? Et aussi, on a un petit tableau qui résume un petit peu le rôle
et les responsabilités des professionnels impliqués. Donc, je vous parlais beaucoup dans le cadre de la demande, le rôle du médecin, de l'infirmière praticienne spécialisée. Mais c'est quoi le rôle entre c'est le personnel médical et le notaire? Donc, comment on va tout arrimer ça ensemble? Parce qu'évidemment, nous, les notaires, si on accompagne les clients, mais on n'est pas médecin, mais on a un rôle à jouer plus au niveau légal. Donc, la collaboration va devoir se faire entre les deux, puis on va avoir chacun aussi nos responsabilités. Donc, on a un petit tableau qui parle de ça. Puis le tableau que j'aime beaucoup, c'est surtout lui que j'aimerais vous partager, c'est en fait un résumé de tout ce qu'on vient de voir. Donc, on a l'acte juridique, donc testament biologique, directive, traitement de fin de vie. L'initiative, ben, c'est toujours pris de façon personnelle, donc par vous-même. Euh, on a aussi le prise de décision, moment opportun, la forme de l'acte. Donc, c'est un peu un résumé de ce qu'on vient de voir. On parle aussi du consentement au don d'organes. J'en ai pas parlé dans la présentation parce que oui, ça a rapport avec les soins de fin de vie, mais en fait, je pense que c'est quand même assez clair là, pour la majorité des gens. Ce que plusieurs ne savent pas, par contre, c'est que le consentement, quand vous faites votre testament notarié ou votre mandat de protection notarié, nous, on enregistre votre consentement ou votre refus au don d'organes dans le registre. Donc, c'est simplement pour clarifier encore plus là, votre volonté. Puis on a aussi bon, le mandat, les directives médicales anticipées qu'on a vues en début de présentation et la demande anticipée d'aide médicale à mourir. Puis on a aussi les actes médicaux, là, finalement. Donc on a le formulaire niveau de soins. C'est le formulaire que je vous parlais au début de la présentation. Donc le formulaire, par exemple, si vous subissez une grosse opération, ben, c'est souvent ce formulaire-là qu'ils vont vous faire remplir, là, par exemple, ou que votre famille là, va compléter. Donc, ça clôt ma présentation. Donc, j'espère que ça vous a éclairé. Il y avait beaucoup d'éléments. Le but, c'était vraiment que vous puissiez faire la différence entre ces différentes options, puis aussi de démystifier la demande anticipée là, d'aide médicale à mourir. Donc, vous avez mes coordonnées ici au besoin, puis on passerait là, à la période de questions. Donc, je vais